Ce ne sont que des statistiques. Ma sœur Pascale l'a dit assez fort pour que tout le monde l'entende lors de la réunion de famille. Elle se tenait près du buffet, tenant un verre de chardonnay comme un sceptre, entourée de tantes et de cousines qui hochaient la tête comme si elle donnait une conférence TED au lieu de distiller sa cruauté ordinaire. Elle ne m'a pas regardée en le disant. Elle n'en avait pas besoin. Tout le monde savait exactement de qui elle parlait. Mes jumeaux étaient assis à la grande table dans le jardin, à 5 mètres de là. Ils avaient 17 ans, à 3 mois du baccalauréat, et ils ont entendu chaque mot. J'ai vu le visage de ma fille Jasmine se décomposer. J'ai vu mon fils Marc poser sa fourchette et fixer son assiette. 17 ans à s'entendre dire qu'ils n'étaient pas assez, que notre famille était déficiente, que le divorce de leur mère les avait en quelque sorte brisés par défaut. J'avais passé toute leur vie à les protéger du jugement de Pascal. Mais à cet instant, en voyant leur visage, quelque chose en moi a finalement cédé. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adorerais savoir qui fait partie de notre communauté. Je m'appelle Denise Fournier. J'ai 44 ans et je suis mère célibataire depuis que mes jumeaux ont 2 ans. Leur père, Stéphane, nous a quittés pour sa secrétaire. C'est un cliché si éculé que c'en est presque gênant de le dire à voix haute, mais c'est ce qui s'est passé. Un jour, j'avais un mari, une maison en grande banlieue parisienne et un avenir qui ressemblait à une carte de vœux. Le lendemain, j'avais des papiers de divorce, une convention de garde et une sœur qui avait hâte de me dire qu'elle l'avait vu venir. Tu travaillais trop, m'avait dit Pascal à l'époque, comme si ma carrière de cadre dans l'administration hospitalière était la raison pour laquelle Stéphane n'avait pas pu garder son pantalon. Les hommes ont besoin d'attention, Denise. Tu n'étais jamais à la maison. Je n'étais jamais à la maison parce que je travaillais 60 heures par semaine pour payer la maison que Stéphane voulait, la voiture que Stéphane voulait, le style de vie que Stéphane exigeait, sans qu'il ne contribue autrement qu'en excuse. Mais cela n'avait pas d'importance pour Pascal. Ce qui importait, c'est que j'avais échoué. J'avais échoué dans mon mariage et donc, j'avais tout échoué. Pascal avait fait un beau mariage, selon ses propres termes. Son mari, Gérard, était un avocat d'affaires avec un bureau d'angle et une adhésion à un club de golf select. Ils avaient une grande maison dans un bon quartier, 2 voitures de luxe et un fils nommé Thibaut, décrit comme « difficile » depuis le collège. Mais parce que Pascal avait un mari et un conjoint, elle était le modèle de réussite. J'étais le récit édifiant, l'exemple à ne pas suivre. Pendant 15 ans, j'avais ignoré ses commentaires. J'avais souri pendant les dîners de Noël où elle parlait des familles unies et des valeurs traditionnelles. J'avais mordu ma langue aux réunions de famille où elle suggérait que mes enfants pourraient avoir besoin d'un soutien supplémentaire en raison de leur situation. Je l'avais laissé croire ce qu'elle avait besoin de croire sur moi et mes enfants, parce que se battre avec Pascal était épuisant et que j'avais des choses plus importantes à faire, comme élever 2 êtres humains extraordinaires. Jasmine avait une moyenne de 18,5 sur 20, était présidente du club d'éloquence de son lycée et avait fondé une association de tutorat pour les enfants des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Marc était lauréat du concours général, premier violon de l'orchestre régional et avait été contacté par le programme de robotique de l'école polytechnique depuis la seconde. Il faisait du bénévolat à l'hôpital où je travaillais chaque été. Ils avaient des petits boulots pour contribuer à leurs frais d'études, même si je leur avais dit qu'ils n'avaient pas à le faire. Ils étaient gentils, disciplinés, ambitieux et humbles. Ils n'étaient pas brisés. Ils ne l'avaient jamais été. 2 semaines avant la réunion de famille, nous avions reçu la nouvelle. Jasmine avait été admise à Sciences Po Paris avec une bourse d'excellence. Marc avait été admis à l'école polytechnique avec une bourse complète pour leur cursus d'ingénieur. Mes enfants, ceux pour qui Pascal avait passé sa vie à avoir de la pitié, avaient accompli quelque chose que son argent ne pourrait jamais acheter. J'avais prévu de l'annoncer lors de la réunion. J'avais imaginé un joli moment, peut-être après le dîner, où je pourrais partager la bonne nouvelle et laisser les enfants être célébrés par la famille. Mais le commentaire de Pascal a tout changé. J'ai sorti mon téléphone. Mon père avait installé un projecteur pour le diaporama de la réunion, des décennies de photos de famille qui défileraient pendant la fête. Le projecteur était connecté à un réseau sans fil. Je connaissais le mot de passe car je l'avais aidé à l'installer la veille.
Denise, ma mère m'a regardée avec inquiétude. Qu'est-ce que tu fais? Je partage juste quelques statistiques, ai-je répondu. Je me suis connectée au projecteur et j'ai projeté l'écran de mon téléphone. Le diaporama de photos de famille a disparu. À sa place se trouvait la lettre d'admission de Jasmine de Sciences Po. L'en-tête prestigieux remplissait l'écran. Chère mademoiselle Fournier, c'est avec grand plaisir que nous vous informons de votre admission à Sciences Po, promotion 2028. Le silence se fit dans le jardin. Les tantes ont interrompu leur conversation. Les cousins ont levé les yeux de leur téléphone. Mon père a posé sa bière. J'ai glissé vers l'image suivante. La lettre d'admission de Marc de Polytechnique. Cher Monsieur Fournier, le comité d'admission a terminé l'examen de votre candidature et a voté pour vous offrir l'admission à l'école Polytechnique, promotion 2028. Des hoquets. De vrais hoquets de la part de personnes qui avaient passé des années à offrir à mes enfants des sourires compatissants et des attentes revues à la baisse. J'ai glissé à nouveau. Les lettres de bourse. Bourse complète pour Jasmine, bourse complète pour Marc. Chaque centime gagné grâce à leur propre travail, leur propre réussite, leur propre génie. Voici mes enfants brisés, ai-je dit, ma voix portant à travers tout le jardin. Ceux qui étaient statistiquement condamnés par leur mère célibataire. Sciences Po et Polytechnique, bourse complète. 0% brisé. Le visage de Pascal était devenu blanc. Elle a posé son verre de vin. Denise, je n'ai pas fini. J'ai glissé une dernière fois. Le casier judiciaire de Thibaut est apparu à l'écran. Conduite en état d'ivresse à 19 ans. Possession de stupéfiants à 20 ans. Coups et blessures à 22 ans. Il s'était battu dans un bar et avait cassé la mâchoire de quelqu'un. Violation de sa mise à l'épreuve. Une autre conduite en état d'ivresse. Les photos d'identité judiciaire. Les dates de tribunal. Le dossier public que n'importe qui pouvait consulter avec une simple recherche, mais que la famille avait collectivement accepté d'ignorer. Et ça, ai-je dit, c'est ce qu'une famille unie avec un père à la maison a produit. Ton fils, Pascal. Celui avec tous les avantages, celui avec l'adhésion au club de golf et l'école privée et 2 parents sous le même toit. Pascal s'est jeté sur mon téléphone. Elle s'est littéralement jetée, renversant une chaise pliante en se précipitant à travers le jardin. Éteins ça. Éteins ça tout de suite. Mon père était debout. Denise, éteins ça. C'est une réunion de famille, pas un tribunal. Mais je n'ai pas éteint, et tout le monde avait déjà vu. Pascal m'a attrapé le bras, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Comment oses-tu? Comment oses-tu humilier mon fils devant tout le monde? Comment j'ose? J'ai retiré mon bras. Tu as passé 15 ans à humilier mes enfants. À chaque fête, chaque anniversaire, chaque réunion de famille. Tu les as traités de brisés. Tu les as traités de statistiques. Tu les as regardés avec pitié comme s'ils étaient des marchandises endommagées parce que leur père était un infidèle et que j'ai eu assez de respect pour moi-même pour le quitter. J'ai pointé l'écran où la photo d'identité judiciaire de Thibaut était toujours affichée. Ton fils a été arrêté 4 fois. Mes enfants ont été acceptés dans 2 des meilleures écoles du monde. Alors, dis-moi, Pascal, que disent tes statistiques maintenant? Le jardin était silencieux. 50 membres de la famille se tenaient figés, un verre à la main, regardant 2 sœurs s'affronter sur une vie entière de griefs. Tu es cruel, a murmuré Pascal. Des larmes coulaient sur son visage. Tu es cruelle et vengeresse, et c'est pour ça que personne ne t'aime. Peut-être, ai-je dit. Mais mes enfants savent qu'ils sont aimés. Mes enfants savent qu'ils sont valorisés. Mes enfants savent que leur valeur n'est pas déterminée par leur structure familiale ou le statut matrimonial de leur mère. Est-ce que Thibaut peut en dire autant? Ma mère s'est interposée entre nous. Son visage était partagé entre l'horreur et autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la compréhension. Vous deux, arrêtez. Ce n'est pas le lieu. Tu as raison, maman, ai-je dit. Ce n'est pas le lieu. Mais apparemment, Pascal pensait que c'était le lieu pour traiter mes enfants de brisés, alors j'ai pensé que c'était le lieu pour montrer à tout le monde la vérité.
Je me suis tournée pour regarder Jasmine et Marc. Ils étaient toujours assis à la table, en train de regarder. Les yeux de Jasmine étaient humides, mais elle souriait. Marc m'a fait un petit signe de tête, le même qu'il faisait avant chaque compétition, chaque performance, chaque défi qu'il s'apprêtait à relever. Allez, les enfants, ai-je dit. On s'en va. Nous avons traversé le jardin, passant devant les parents silencieux, devant le projecteur affichant toujours le dossier de Thibaut, devant Pascal, qui sanglotait sur l'épaule de Gérard. Nous sommes montés dans la voiture et nous sommes éloignés de la maison de mes parents, de la Réunion, de 15 ans à me mordre la langue. Nous étions à mi-chemin de la maison quand Jasmine a parlé depuis la banquette arrière. Maman? Oui, ma chérie. C'était la chose la plus badass que j'ai jamais vue. Marc a ri. Puis Jasmine a ri. Puis je me suis mise à rire aussi. Nous trois, riant jusqu'à ce que les larmes coulent sur nos visages, libérant des années de tension, de blessures et d'endurance silencieuse. Je n'aurais probablement pas dû montrer le casier judiciaire, ai-je admis. Non, a dit Marc. Tu as vraiment bien fait. Ça fait toute notre vie qu'elle nous traite de brisés. Elle avait besoin de voir à quoi ressemble vraiment un enfant brisé. Vous n'êtes pas brisé, ai-je dit, ma voix devenant soudainement sérieuse. Vous ne l'avez jamais été. Pas une seule seconde. On sait, maman, a dit doucement Jasmine. Tu t'es assurée qu'on le sache. Les retombées ont été importantes. Pascal ne m'a pas parlé pendant 6 mois. Mes parents ont essayé de jouer les médiateurs, mais je leur ai dit que je n'avais rien à me reprocher. Certains cousins m'ont contacté pour me dire que j'étais allée trop loin. D'autres pour me dire qu'ils attendaient depuis des années que quelqu'un remette Pascal à sa place. Thibaut, j'ai entendu dire, est finalement allé en cure de désintoxication après la réunion. Gérard a payé pour une clinique privée en Suisse. Il est sobre depuis 8 mois maintenant. J'espère qu'il le restera. Malgré tout, c'est toujours mon neveu, et je ne lui veux aucun mal. J'aurais juste souhaité que sa mère se concentre sur l'aide à lui apporter au lieu de me juger. Pascal a fini par me recontacter. Ce n'était pas exactement des excuses, Pascal ne fait pas dans les excuses, mais c'était une reconnaissance. Elle a dit qu'elle avait projeté ses propres peurs sur mes enfants. Elle a dit que les difficultés de Thibaut l'avaient rendu désespéré au point de croire que la structure parentale importait plus que tout. Parce que si la structure était la réponse, alors elle ne pouvait pas être blâmée pour ses échecs. Je comprenais cela, en fait. La peur rend les gens cruels. La peur pousse les gens à pointer les autres du doigt pour ne pas avoir à s'examiner eux-mêmes. Pascal a passé 15 ans à attaquer ma famille parce qu'elle était terrifiée par ce qui se passait dans la sienne. Je lui ai dit que je lui pardonnais. Je le pensais. Garder de la rancœur est épuisant et j'avais des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Comme regarder ma fille s'installer dans sa résidence étudiante à Paris en septembre dernier. Comme aider mon fils à installer son laboratoire de robotique sur le plateau de Saclay. Comme me tenir dans le public lors des journées portes ouvertes, entourée d'autres familles, sachant que ma famille était complète, entière et intacte, malgré tout ce que le monde disait de nous. Je suis assise sur mon canapé maintenant, dans la petite maison que j'ai achetée avec mon propre argent après le divorce. Les murs sont couverts de photos de mes enfants. Rentrée des classes, victoire au concours de sciences, trophée de débat, toque de diplômés lancés en l'air. Chaque photo est une preuve. La preuve que les mères célibataires n'élèvent pas des enfants brisés. Les mères célibataires élèvent des enfants. Et certains de ces enfants vont à Sciences Po et à Polytechnique. Ce n'est pas la structure qui fait une famille. C'est l'amour. C'est la présence. C'est être là chaque jour et faire le travail difficile d'élever des êtres humains décents. C'est ça qui fait une famille. Pascal avait la structure. J'avais l'amour. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Si vous avez déjà été sous-estimé en raison de votre situation, cliquez sur j'aime et partagez cette histoire. Et souvenez-vous, les personnes qui vous jugent aujourd'hui pourraient vous demander conseil demain.